Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, je suis Patrick François et bienvenue sur Haïti, Culture et Perspective, la chaîne qui dit du bien d'Haïti. Dans l'émission d'aujourd'hui, je reviens sur une page de notre histoire. Nous sommes à Saint-Domingue, colonie française, à l'apogée du système esclavagiste, un système d'une violence inouïe. Les esclaves tentent de résister, mais à chaque fois, les sanctions sont de plus en plus inhumaines. C'est alors que les femmes décident de faire basculer la lutte dans une toute nouvelle dimension. Qu'on se le dise, la mise en esclavage a été accompagnée dès le début de résistance et de révolte. Les esclaves ne se sont jamais laissés abuser sans mettre en place un système de défense dans la mesure de leurs possibilités. Plusieurs mouvements d'insurrection d'esclaves éclatent dans les colonies françaises et à Saint-Domingue, y compris ceux de 1791 qui devraient conduire à la révolte de Saint-Domingue, donc à la naissance de la République d'Haïti le 1er janvier 1804. Les populations en esclavage adoptent diverses méthodes de résistance au quotidien, dans leur rapport au travail, à la culture et même à l'enfantement. Régulièrement, les maîtres doivent faire face au refus du travail, au sabotage, aux tentatives d'empoisonnement et au marronnage des esclaves. Mais aussi, beaucoup de femmes vont rentrer dans la lutte. Le 6 décembre 1492, Christophe Colomb débarque sur cette île qu'il nomme Hispaniola, c'est-à-dire Petite Espagne. L'île est alors peuplée d'Indiens caraïbes que les Espagnols finiront par exterminer malgré les tentatives de résistance d'un des chefs des territoires autonomes de l'île, à savoir Caonabo, le cacique de Maguana. C'est vers l'année 1500 qu'arrivent les premiers esclaves venus d'Afrique dans le commerce triangulaire. C'est ce que René Depestre relate dans son poème « Minerai noir ». Il dit ceci: quand la sueur de l'Indien se trouva tarie, on se retourna vers le fleuve musculaire de l'Afrique pour assurer la relève du désespoir. Alors commença la ruée vers l'inépuisable trésorerie de la chair noire. Les puissances coloniales étant en lutte entre elles, les Français obtiennent par le traité de Ryswick du 20 au 21 septembre 1797 la partie occidentale d'Hispaniola, qu'ils rebaptisent Saint-Domingue. La France fait une excellente affaire, car Saint-Domingue devient sa vache à lait. Sa prospérité se repose sur la production sucrière de cette île. Le pacte colonial régit les comportements à adopter dans la colonie, tandis que le Code noir, lui, définit la marge de manœuvre de la force servile. Mais qui dit prospérité dit exploitation. Ainsi, les conditions de vie dans les colonies sont plus dures que jamais pour les esclaves. En effet, certains maîtres d'esclaves n'hésitent pas à les brûler vifs lorsqu'ils ne sont pas assez productifs. D'autant que le Code noir, sorte de constitution esclavagiste, le leur permet. Mais qui dit conditions extrêmes d'exploitation dit résistance, dit contestation, dit lutte. Face à ce système inhumain, plusieurs formes de lutte sont inventées par les esclaves. Michel, Padre Jean, Santiago, Polydore lancent le marronnage. Le stem cimarron désigne le bétail fugitif. C'est de là que vient le mot marronnage. En effet, dans ce mouvement, les esclaves prennent la fuite seuls ou en groupe et se réfugient dans les montagnes. La nuit tombée,
ils redescendent dans les plaines, incendier les plantations, empoisonner les citernes d'eau, etc. Ils opèrent de véritables raids nocturnes dans les plantations. Ils deviennent des guerrieros avant l'heure. Ces hommes feront naître à Saint-Domingue de véritables sociétés marronnes, pour reprendre l'expression du professeur Denetem Touambona dans son article « Les métamorphoses du marronnage » paru dans la revue Ligne. Ils constituent des communautés rebelles qui donneront du fil à retordre aux maîtres dans une stratégie de retrait-attaque. Déjà, les femmes jouent un rôle fondamental dans la gestion de ces communautés nouvellement créées dans le maquis. C'est dans ce contexte que leur rôle prend une importance particulière, et ce rôle allait encore se renforcer. La lutte des femmes s'effectuera en 3 étapes. Une lutte qui avait pour objectif de réduire la population servile et endommager le système esclavagiste. Ces 3 étapes, la contraception naturelle à base de plantes d'une part, l'avortement toujours à base de plantes d'autre part, et enfin l'infanticide. Avec l'infanticide, les femmes placent la lutte dans une toute nouvelle dimension. Le marronnage avait fait des dégâts, mais n'avait pas réussi à abolir l'esclavage. Les conditions devenaient chaque jour plus difficiles. Désespérées, les femmes décident de rentrer dans la lutte. Elles décident de contrôler la natalité afin d'assurer le bris de cette mise à disposition de la force servile. Déjà qu'elles pratiquaient l'avortement dès leur introduction dans le système esclavagiste, et que les planteurs n'hésiteront pas à le leur reprocher. Mais là, face à la brutalité du système, elles se contraignent à franchir un pas supplémentaire. Elles inaugurent une forme de lutte jusque-là inédite. Elles décident de pratiquer l'infanticide comme seule réponse à l'inhumanité de ce système esclavagiste. L'infanticide est toute action par laquelle une mère ou un père prend la vie de sa propre progéniture, soit l'acte le plus désespéré qu'un être humain peut poser. Compte tenu même de la nature du système esclavagiste qui ne permettait pas de rendre public les actes à l'encontre du système, il était donc difficile de documenter avec précision cette pratique dans la colonie de Saint-Domingue, mais tous les historiens en ont parlé. Son ampleur était-elle exagérée? Sans doute. Mais imaginez ne serait-ce qu'une seule femme au monde face à un tel dilemme. Consentir à donner la mort à son nouveau-né au lieu de le laisser grandir dans l'esclavage. Une chose est sûre, c'est que l'infanticide est à la fois un acte de résistance insurrectionnel, mais aussi un acte altruiste et aussi de désespoir pour des femmes qui redoutaient par-dessus tout l'esclavage. Et puis, il ne faut jamais oublier que pour l'esclave, la mort n'était pas la fin de tout. Comme l'Indien Arawak pensait retrouver la vie éternelle en un lieu appelé Coimbaï, l'esclave pensait retourner en Afrique après sa mort. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les Japonais ont fait naître la technique des kamikazes. Technique qui a été largement utilisée au cours du siècle passé et de celui en cours. Mais jusqu'à cette date, l'infanticide est la plus dure et la plus extrême des formes de lutte. Cette lutte extrême permet de réaliser, je l'espère, l'inhumanité du système esclavagiste et le désespoir qu'il inspirait au sein de cette population qu'on voulait déshumaniser. Aucune mère ne devrait jamais, jamais, au grand jamais, être mise face à pareille décision. Voilà, c'en est terminé pour cette émission consacrée à cette page de notre histoire d'un niveau extrême de lutte
contre l'esclavage. J'espère que vous avez appris quelque chose. Continuez à vous abonner à ma chaîne et n'oubliez pas que jamais Francis Fukuyama n'a parlé de la fin de la culture.